Alerte en série dans le ciel de l'OTAN. Des drones ont survolé ces dernières heures plusieurs aéroports au Danemark, provoquant la fermeture de l'un d'entre eux. Après un épisode déjà similaire lundi à Copenhague, à Oslo, on va rejoindre nos envoyées spéciales Sophie Chevalleroux et Alexandra Poupeau au Danemark. La tension ne redescend pas ici au Danemark. Pour la deuxième nuit consécutive, l'aéroport d'Aalbo au nord du pays a dû fermer en raison d'une alerte aux drones. Le trafic aérien a été suspendu pendant 1 heure. Un avion qui devait se poser a dû faire demi-tour. Depuis le début de la semaine, il y a d'abord eu le survol de l'aéroport de Copenhague lundi, puis de 3 autres aéroports ainsi que d'une base aérienne militaire et donc désormais ce 3e épisode. Cela fait beaucoup réagir ici évidemment. Les habitants de Copenhague que nous avons rencontrés se disent inquiets. Ils se questionnent, qui cherche à leur faire peur, à les menacer peut-être. De son côté, le gouvernement danois n'exclut pas que la Russie soit impliquée, ce que Moscou dément. Hier, le ministre de la Défense danois a parlé d'attaques hybrides, d'une menace systémique. Le Danemark qui prévoit d'acquérir de nouveaux moyens de détection et de neutralisation des drones. Merci Sophie Chevalleroux. Avec Alexandra Poupeau, nos envoyés spéciales au Danemark. Paris a immédiatement apporté son soutien. Regardons ensemble ce qu'a dit Emmanuel Macron. La France est prête à apporter son appui au Danemark pour évaluer la situation et contribuer à la sécurité de l'espace aérien danois. On voit en général qu'on est très prudent. On parle d'évaluation, de situation, contribution à la sécurité. Mais Grégory Phillips, on sait que ces provocations à répétition sont signées Moscou. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mystère autour de ça. Après, comment ces drones arrivent-ils jusqu'à Copenhague ? Est-ce qu'ils arrivent de Kaliningrad ? Est-ce qu'ils arrivent via la flotte fantôme russe qui croise au large et qui balance ces drones sur le territoire ? Je pense honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup de mystère autour de ça. Après, il y a sans doute de la part des Russes la faculté de repérer des brèches ou des points de fragilité. Est-ce que cet aéroport de Copenhague, ça paraît un peu étonnant, mais est-ce qu'il est moins bien protégé que d'autres aéroports européens ? Ça, honnêtement, je ne le sais pas. En tout cas, ils repèrent des endroits où ils arrivent à faire avancer leurs drones, et c'est sûr que quand vous paralysez le trafic aérien d'une ville comme Copenhague, où je crois qu'il y a eu 4 ou 5 aéroports lors de la vague précédente, évidemment ça crée peut-être pas un traumatisme, mais en tout cas une inquiétude assez forte dans le pays. Et c'est évidemment l'effet recherché. Ce qu'on peut souligner également, c'est que c'est un pays qui est proche de l'eau. On se posait la question, est-ce que ce ne serait pas des attaques aussi via l'eau ? Ça permet finalement d'attaquer au cœur de l'Europe de manière très, très éloignée des frontières orientales. Et puis, on le rappelle, le Danemark est aussi, préside actuellement le Conseil de l'Union européenne. Et donc, du coup, l'attaquer, c'est aussi symbolique. La semaine prochaine, il y a une réunion informelle, d'ailleurs, des dirigeants européens qui doit se tenir là-bas. Bertrand Galichet, on disait, Poutine nous teste, et la question c'est jusqu'à quand allons-nous dénoncer ces incursions sans rien dire ? D'abord, ils nous testent, mais pas seulement. Ils engrangent, les Russes, des informations. Ils engrangent des données sur la façon dont la riposte ou l'absence de riposte est organisée. C'est-à-dire que tout ça n'est pas seulement pour exciter l'adversaire et essayer de le déstabiliser. C'est aussi un recueil d'informations, c'est une opération de recueil de renseignements organisée par les différents services russes, on l'évoquait tout à l'heure. Ça peut être des services qui sont complémentaires, à la fois techniques, à la fois dans la déstabilisation politique, mais en tout cas, c'est généralement des opérations qui sont débriefées. On n'a pas évidemment le compte-rendu de ces débriefs, mais on ne peut pas imaginer que, compte tenu des moyens que les Russes mettent en œuvre pour déstabiliser, par exemple, le trafic d'un aéroport, il n'y ait pas de ce qu'on appelle, en général, un rétex, c'est ça, un retour d'expérience sur les opérations qui ont été menées. Et ça, c'est aussi quelque chose que les Européens et l'OTAN doivent prendre en compte dans leur réaction, c'est-à-dire à la fois ne pas trop se dévoiler et à la fois répondre de façon à la fois mesurée mais ferme. Et là, ce qui manque maintenant, finalement, c'est une doctrine politique pour la réponse à ces incursions russes.
Gaëtan Pouis nous a rejoint dans ce débat, journaliste défense pour Air et Cosmos. Bonjour Gaëtan Pouis, merci d'être avec nous dans LCI Direct. Je rebondis sur ce que disait à l'instant Bertrand Galichet, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de lecture. Il y a à la fois le test de Poutine dans ses incursions à répétition, et puis il y a aussi les informations que ces petits avions, petits engins peuvent récupérer. Oui, concrètement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait sous ces drones. Est-ce que c'était de simples drones télépilotés? Est-ce que c'était de gros drones quadcoptères qui peuvent emporter des charges de guerre électronique pour capter les senseurs, éventuellement les brouilleurs utilisés, bien que pour l'instant on n'a pas encore d'informations sur des brouilleurs utilisés par les Danois ou les Norvégiens. Donc vraiment, il n'y a pas de. On peut imaginer plein de scénarios parce que en fait, depuis la guerre en Ukraine, les Ukrainiens et ensuite les Russes l'ont vraiment démontré. Sous un drone, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez tant que ça supporte la charge, tant que la charge est supportée par la puissance du drone en question. Gaëtan Pouis, vous restez avec nous car votre expertise est précieuse. C'est dans ce contexte que les pays de l'Union européenne débattent pour la première fois aujourd'hui de propositions visant à ériger un mur de défense anti-drone. C'est une priorité désormais. Et c'est Ursula von der Leyen qui l'a annoncé dans son discours sur l'état de l'Union. Nous devons répondre à l'appel de nos amis baltes et construire un mur de drones. Kadi, vous nous avez rejoint. De quoi s'agit-il? Alors Marie-Aline, ce n'est pas un mur à proprement parler, c'est pas le mur de Berlin, c'est un tout avec des drones, de mur, effectivement. Un système de défense multicouche, en fait. C'est de ça dont il s'agit ici. Un dispositif qui serait mis en place pour défendre et surveiller, en fait, 3000 km environ de frontières allant du nord de la Norvège, vous le voyez, au sud de la Pologne. Alors, l'idée, elle a émergé en 2023 et c'est la Lituanie, sans surprise, qui a eu l'idée, la première, afin de renforcer la surveillance des frontières autant à l'est. Une initiative qui a été approuvée par la suite, un an plus tard, par 6 autres pays, des pays de l'Alliance. Et évidemment, on comprend pourquoi, puisque vous voyez, la frontière, elle, nous met côte à côte la Russie et la Biélorussie. La Lituanie est de l'autre côté. Et donc, 6 autres pays que vous voyez, des pays alliés qui sont la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Norvège également et la Finlande, Marie-Aline. Kadi, puisque ce n'est pas un mur évidemment de béton, puisque vous citiez Berlin, comment serait constitué ce mur aérien? Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que l'objectif en fait c'est de compléter le système antimissile traditionnel sans le remplacer. Alors effectivement, primo, il s'agit d'un système de détection, c'est-à-dire souvent des capteurs acoustiques radars. L'idée, c'est d'analyser la direction du drone, son niveau de menace, effectivement, pour décider si le signal doit être brouillé ou bloqué. Secondo, un système, on voit ici les systèmes acoustiques ukrainiens, un système de neutralisation, donc de drones intercepteurs, des missiles anti-drones, le spoofing, dont on a aussi beaucoup parlé sur ces plateaux, le piratage des commandes, les canons anti-aériens mobiles également. Alors, dans un article du Figaro qui est paru ce matin, il y avait un très bon article. Nos confrères interviewaient un spécialiste des armements de l'IFRI, qui s'appelle Léo Peria-Peigne, qui nous dit que ce système comprendrait tous les 3-4 km des drones qui patrouilleraient le long de la frontière pour surveiller d'éventuels regroupements de forces, des infiltrations, de potentielles actions hybrides. Les responsables européens concèdent qu'il y a encore beaucoup de flou autour de ce fameux mur anti-drone. Évidemment, ils ne vont pas dévoiler les informations non plus comme ça. Mais l'Ukraine, on l'a dit, a développé en tout cas toute une série de capacités permettant de détecter et d'abattre ces fameux drones russes à moindre coût. L'Ukraine a été conviée à la réunion d'aujourd'hui pour ce savoir-faire. L'ex-président Poroshenko lui-même, qu'on voit sur cette vidéo sur les réseaux sociaux, fait la promotion des systèmes anti-drones. Ici, c'est le système qu'on appelle Aspirine 2.0. C'est un appareil doté de 4 antennes qu'on voit, il ressemble un peu au micro HF qu'on connaît bien ici, qui sont colorés, ce détecteur de drones. Alors s'il y a un élément à retenir en attendant de ces incursions de drones russes dans le ciel de l'OTAN, ce sont bien finalement les lacunes de l'Alliance Atlantique face à cette menace, puisque pour abattre ces fameux drones low cost, il faut bien le dire, eh bien l'OTAN a déployé quand même des missiles particulièrement coûteux, et ça c'est pas rien. Et ça explique aussi peut-être cette réunion d'aujourd'hui pour trouver une solution à ces incursions qui sont soi-disant des incidents russes. Oui, évidemment, c'est ce que dit le Kremlin. Merci beaucoup à Kadi pour ces informations précieuses. Alors je me tourne vers le spécialiste Gaëtan Pouis. C'est une réflexion qu'ont les pays de l'Union européenne, mais est-ce que c'est simple à mettre en place ?
Pas du tout. C'est extrêmement compliqué parce que on parle de tout petits drones qu'il va falloir détecter avec des radars très spécifiques qui sont capables de les détecter avec différents effecteurs. Alors, ce qui est bien, c'est que la menace a été prise en compte. Elle n'est pas neuve. On n'est vraiment pas les bras. Elle nous tombe pas dans les bras. Ça fait plusieurs années que l'Ukraine a confirmé cette menace. Concrètement, la menace des drones, ça commence plus ou moins au milieu des années 2010 en Syrie avec l'État islamique. Hein. Donc c'est vraiment, ce n'est pas nouveau. Et donc on voit qu'il y a des solutions qui sont en train d'être développées. Par exemple, vous venez de citer des missiles et des canons anti-aériens, mais pourquoi pas des armes qui vont utiliser par exemple des lasers ou encore des armes qui vont utiliser des micro-ondes pour griller littéralement les systèmes internes des drones. Maintenant, le gros problème, c'est que c'est bien de faire une capacité le long de cette frontière, mais que se passe-t-il si, on prenait le cas de la Russie, si les Russes déploient les drones depuis un bateau au milieu de la mer Baltique? Eh bien, ce système multicouche n'est plus effectif. Et vous veniez de parler sur le plateau de la distance avec Kaliningrad, parce que c'est possible que ces drones viennent de Kaliningrad. Les forces armées danoises ont annoncé qu'ils ont découvert un navire russe de la classe Ropusha, donc un gros navire de débarquement, qui se baladait tout seul au milieu de la mer Baltique, au milieu plutôt à côté des côtes danoises, et il y a donc un énorme doute sur que fait ce navire-là avec tous ces systèmes de navigation éteints, et pile au moment où des drones survolent le Danemark et Oslo. Donc c'est pour ça que faire une muraille, c'est bien, mais le problème, c'est que cette muraille, elle est possible d'être contournée comme n'importe quelle muraille, comme n'importe quel mur ou autre barrière de système. Eh bien, il faut pouvoir en fait être flexible, pouvoir déplacer ces systèmes, et c'est là que ça devient extrêmement compliqué au vu du territoire à couvrir. Gaëtan Pouys, j'estime aussi, on suppose aussi que c'est un dispositif extrêmement coûteux. On parle de millions, centaines de millions d'euros. Ah oui, là, parce que en fait, c'est toute la complexité. Déjà, tout le monde connaît le prix. Alors, on ne parle pas de missiles patriotes, où là, on est en millions. C'est vraiment, on parle de plus petits missiles, parce que concrètement, abattre de petits drones, vous ne pouvez pas le faire avec des énormes missiles, quand bien même il y a le problème du coût. Là, on parle vraiment de petits missiles avec des portées qui sont limitées. Donc, ça veut dire que vous devez multiplier vos effecteurs. Vous devez le faire aussi dans la profondeur. Il faut aussi pouvoir les bouger. Donc, ça veut dire que ce sont des systèmes à entretenir, des systèmes qui sont mobiles à entretenir. Quid aussi au niveau de la détection, parce que j'expliquais au début qu'il fallait des radars spécifiques, mais ces radars ont un coût. Donc, oui, je suis curieux de voir comment est-ce que ça va se mettre en place si, bien évidemment, cette bulle anti-couche, cette bulle multicouche anti-drone va être mise en place à l'est de l'Europe. Et oui, très intéressant, Claire Cambier. Autre limite, au-delà du coût, c'est aussi que cette guerre technologique, elle n'a pas de fin, finalement, et oui. C'est toujours des évolutions sans cesse. Et on l'a vu, l'Ukraine a déjà tenté de mettre en place un mur anti-drone, justement, le mur Atlas. Pour le moment, ils n'ont réussi qu'à couvrir certaines parties du front, là où c'était le plus problématique. On sait qu'il y a justement des systèmes Atlas, par exemple, dans les alentours de Pokrovsk. C'est des systèmes qui permettent de détecter des drones dans un rayon de 30 km, et puis c'est couplé à des systèmes de brouillage qui s'allument ou pas. Voilà, c'est pris en charge par un commandement général, mais c'est très limité, et il y a toujours des drones qui vont réussir à surpasser ce mur. Il y a par exemple les drones à fibre optique qui de toute façon peuvent passer sans brouillage. Oui. Donc voilà, donc c'est la difficulté, au-delà du coup, toujours s'adapter. Et puis après sur le terrain, et je parle sous votre contrôle, Claire, parce que vous avez très régulièrement en Ukraine, il y a des moyens beaucoup plus rudimentaires. Enfin, on avait vu dans vos reportages ces filets anti-drones. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très simple. C'est juste un filet le long d'une route qui permet de protéger des attaques de drones, c'est ça? Oui, exactement. Et il y a quelques mois, on en voyait vraiment au-dessus des checkpoints ou vraiment près du front. Maintenant, à plusieurs dizaines de kilomètres du front, il y a ces routes qui sont entièrement couvertes de filets et qui protègent donc en partie justement les civils au-delà des militaires.
Général Chevronzi, ce qui est intéressant dans cette guerre des drones, c'est qu'on voit, et vous le savez mieux personne, Claire, que les Ukrainiens ont été capables de progresser à une vitesse fulgurante, à tel point qu'ils sont devant, sur ce terrain-là, de l'armement, les États-Unis, et que Trump et Zelensky sont en train de discuter d'un deal à plusieurs milliards d'euros où Zelensky serait capable de fournir des drones américains, de fournir de la technologie en échange de systèmes de protection américains. Actuellement, notamment au sein du Pentagone, il y a une urgence qui a été déclarée sur acquérir suffisamment de drones performants pour l'armée des États-Unis, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont aujourd'hui en situation de vulnérabilité. Maintenant, moi, je voudrais quand même rebondir sur ce mur de drones. Il ne faut pas que ça devienne une Maginot, d'ailleurs, pour commencer, parce que effectivement, c'est contournable. Elle n'a jamais été prise, mais c'était contourné. Et puis, c'est vrai qu'on a l'aspect technologique, mais sur des milliers de kilomètres, quand même, il faut le voir. Et puis, en temps de paix, éliminer un drone qui viendrait d'ailleurs, ça va peut-être poser un problème. N'oublions pas aussi que beaucoup de civils utilisent des drones sur nos différents territoires. Avec des règles quand même. Vous savez bien que, rappelez-vous, au-dessus de nos centrales nucléaires, ces petits drones qui passaient sans autorisation. Mais on les avait identifiés et c'était un choix de ne pas les abattre. Donc, il y a un moment donné, on va se retrouver confronté à une réalité du temps de paix par rapport au temps de guerre. Ce qui n'est pas vraiment le problème des Ukrainiens aujourd'hui, parce qu'eux sont en temps de guerre. Ce qui leur permet de développer des moyens assez importants et je dirais aussi dans le besoin, et ils ont fait preuve d'innovation. Donc, aujourd'hui, effectivement, je ne dis pas que l'avenir, c'est les drones. C'est une menace qui existe aujourd'hui. Et surtout, il y a l'innovation technologique qui va très vite, notamment l'intelligence artificielle dont on n'arrête pas de parler, mais qui est une réalité dans les drones, et qu'il va bien falloir se protéger. Il va falloir faire un choix aussi. Parce que qui dit aussi mur de drone, pour rebondir là-dessus, ça veut dire aussi quel type d'organisation militaire, quel type d'engagement à mettre en place, quel type de personnel et combien de personnel. Parce que quand vous avez 2000 km de frontières, c'est pas avec 36 rombiers dans un coin qu'on va gérer tout ça. Il va falloir même développer finalement en temps de paix des effectifs supplémentaires à imaginer, parce que personne n'en parle aujourd'hui. On ne parle que de la technologie. Et pour revenir au problème ukrainien et américain, effectivement, les Ukrainiens l'ont dit depuis très longtemps, ils veulent devenir un exportateur d'armement par les compétences acquises sur le terrain. Donc, n'oublions pas quand même que l'Ukraine, avant 1990, était un grand pays fabricant d'armement, et que d'ailleurs la Russie, l'Union soviétique en dépendait énormément. Donc, il y a aussi un savoir-faire ancien, mais je me répète, les drones ne seront pas la seule solution, parce que les drones ne permettent pas d'occuper le terrain. Ils permettent de neutraliser un terrain en tuant l'adversaire, en quelque sorte, en le surveillant. Mais la victoire finale, c'est quoi ? C'est prendre le terrain avec des gens qui sont installés et qui revendiquent la possession du territoire. Donc, ça permet d'harceler l'ennemi avec des moyens d'aviation qui sont sommaires par rapport à des Rafales, puisque c'est dans l'actualité, les Rafales français essaient de se développer. Il y a un retard en termes de production. Oui, et puis là j'ai trouvé ce matin, sur un site professionnel militaire, nous sommes en train de développer dans l'armée française, dans le 35e régiment d'artillerie parachutiste, un système anti-drone à partir de canons de 20 mm, donc des canons, sur des camions. Et pourquoi on le fait ? D'abord parce qu'on recycle des canons qui ne servaient plus à grand-chose vraiment. On va y mettre de l'IA pour gérer finalement les drones. Et surtout, on a des munitions de 20 mm en stock innombrables, parce que c'était une grande partie de notre armement, presque de la guerre froide. Donc on va faire un peu comme les Russes de cette manière. Mais d'un autre côté, petit à petit, on met partout des moyens low cost pour lutter contre les drones, mais il y a des moyens multiples. On a parlé effectivement de guerre électronique, on parle aussi de lutter contre les drones avec fibre, et ça, on a été optique, c'est plutôt difficile. En rappelant d'ailleurs que nos missiles anti-char, jusqu'à il y a 20 ans, étaient guidés par fibre optique, mais qu'on les a supprimés, ça pose un problème sur le champ de bataille, donc ça revient, il y a un cycle. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans l'innovation en temps de guerre, et on va être extrêmement surpris, même dans les mois qui viennent, peut-être par des nouveaux matériels.